J'étais en Arabie Saoudite, j'ai fait là-bas 9 ans. Il y a des femmes qu'on frappait là-bas. Il y a des femmes qui n'arrivaient même pas à manger. Il y a des femmes qui dormaient dans les cuisines. Il y a tout ça là-bas. Actuellement, si on nous proposait des milliards, je ne retournerai plus en Espagne. Ce qu'on nous disait reste très différent des réalités là-bas. Elles cherchent tous les moyens pour partir. Elles peuvent partir par la mer, elles peuvent même partir par la voie régulière, c'est-à-dire se déplacer dans des cars, franchir les frontières et aller s'établir à l'extérieur où c'est incertain. Combien sont-elles de femmes à tenter la migration pour un Eldorado souvent incertain? À l'instar des hommes, beaucoup de femmes migrent ces dernières années par tous les moyens d'ailleurs et pour plusieurs raisons, ce qui nous expose à une grande problématique, la féminisation des flux migratoires. J'étais en Arabie Saoudite, j'ai fait là-bas 9 ans. Je suis partie dans une manière illégale parce qu'il y avait un ami de mon frère qui m'avait proposé un visa sans argent, sans rien, gratuit pour aller en Arabie Saoudite pour un contrat de travail de domestique. J'ai accepté. J'étais une mère de famille, seule avec mes enfants, 4 filles, sans aide, sans soutien. J'étais fatiguée ici. Je n'avais pas le choix. J'avais pris une pirogue ici à Saint-Louis pour rejoindre l'Espagne. On a fait 6 jours en haute mer. On a vécu l'enfer. Beaucoup d'entre nous étaient fatigués, faibles et n'ont pas survécu. Mais Dieu merci, d'autres sont bien arrivés sains et saufs. Depuis 2006, on parle d'une féminisation des flux migratoires avec les femmes qui occupent plus de 48,6% des migrations internationales et 51% dans les pays développés. Parce qu'avant, la femme voyageait par regroupement familial. Et aujourd'hui, les donnes ont changé. Donc, tout comme les hommes, les femmes sont aujourd'hui impliquées dans la migration économique. C'est-à-dire que la femme, aujourd'hui, migre pour des raisons économiques. Elles partent parce que certaines sont découragées par les pressions sociales, les pressions familiales. D'autres ont fait des formations et ne trouvent pas d'emploi. Certaines ont des difficultés à s'adapter à cet environnement économique qu'est le Sénégal. Et certaines aussi sont dans des ménages où elles ne vivent pas bien, où sont des veuves, où sont des femmes abandonnées, où sont des femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Et elles cherchent par tous les moyens à avoir des revenus. Trompées par des passeurs et des intermédiaires qui parfois négocient leur contrat de travail avant leur arrivée dans les pays d'accueil. Elles font face à plusieurs difficultés une fois arrivées. Mais savaient-elles ce qui les attendait? Ce qu'on te dit ici et ce que tu trouves là-bas n'est pas la même. À l'aéroport, je n'avais plus d'espoir. On nous a écartés des autres. Même les rangs des Africains n'étaient pas les mêmes les rangs des autres. On nous a séparés. Presque on peut dire qu'on nous a minimisés à l'aéroport. Après, on a pris nos passeports, on nous a regroupés dans une chambre et dit vous attendez vos cafés. Le café, c'est la personne qui vous a embauché, qui vous a donné le contrat. Le contrat, c'est comme on vous a vendu. Parce qu'arrivé à l'aéroport, on prend ton passeport, tu n'as pas le droit de sortir. C'est le kafil seulement qui pourra venir là-bas te sortir. Même si tu restes là-bas 5 ans, s'il ne vient pas, tu ne pourras pas sortir. En quittant Saint-Louis, nous avions remis notre argent à un passeur pour les frais de transport. Il nous avait promis qu'il nous mettrait en rapport avec des compatriotes établis en Espagne pour nous permettre d'être dans de très bonnes conditions d'hébergement et de travail. Tout est faux. Nous étions livrés à nous-mêmes. Une fois arrivés en Espagne d'ailleurs, on ne les a plus jamais revus. N'est-ce pas là un fait d'actualité qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur? Effectivement, cette thématique est d'actualité et pose problème parce que tout simplement,
Aujourd'hui, on parle de mondialisation des flux migratoires, hein, avec un stock de plus de 280 millions à travers le monde. Avant le Covid, ce chiffre augmentait de 2% chaque année, malgré les mesures répressives et oppressives qui sévissent dans certains pays d'accueil. 1 milliard de personnes franchissent chaque année une frontière, au profil de plus en plus diversifié, dont femmes et enfants, qu'on appelle couches vulnérables, et qui malheureusement, en matière de protection internationale, en matière de droit, souffrent beaucoup. Énormément, et d'ailleurs de façon innommable. Durant 6 mois. J'ai travaillé pendant 6 mois dans les champs, avec des conditions exceptionnellement difficiles, sans prise en charge médicale, sans humanisme. Nous partagions le travail avec des hommes. Finalement, je respirais trop de poussière, ce qui a fini par affecter mes poumons, occasionnant une bronchite très aiguë. Je toussais beaucoup et j'étais très malade. J'ai dû mon salut grâce à des compatriotes qui m'ont beaucoup soutenu pour des soins médicaux. On m'avait pris comme cuisinière. Mais arrivé là-bas, je faisais la cuisine, tout le ménage de la maison. En même temps, je regardais les enfants, tout ça. J'avais plusieurs travaux. Je levais à 6 heures et tous les jours, je dormais à 23 heures sans arrêt, je travaillais. Mais j'ai fait 4 mois là-bas, je me suis cassé le pied. Après, on m'a opéré. La femme ne voyait pas ça, ne voyait pas ma santé. Elle voyait le travail que je devais faire là-bas. Parce que moi, j'étais comme son esclave. La dame me dit, tu ne dois pas rester parce que toi, on te paye. Tu ne dois pas rester malade. On te paye, tu ne dois pas être malade, tu dois travailler. Je prenais mon arabia, travailler avec mon arabia. C'était tellement dur. Parce qu'il n'y a aucune protection internationale suffisante en ce qui concerne cette couche-là. D'où aujourd'hui l'idée de relancer le débat pour une meilleure protection de ces femmes-là, hein? Surtout dans les pays du Moyen-Orient. Parce que nous avons eu beaucoup de cas dans ces pays-là, les pays arabes, les pays du Moyen-Orient. Donc vous avez vu le cas Mbaye Diop et bien d'autres cas au Moyen-Orient. Elles ne sont ni bien informées avant de partir, ni bien protégées une fois dans les pays d'accueil. Parties pour vaincre la vie, elles y reviennent souvent vaincues par la vie. Parce que tout ce qu'on m'avait dit, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je n'avais pas de repos. Même les téléphones, je n'avais pas le droit toujours de téléphoner ma famille. Il n'y avait pas d'affection familiale. On m'avait dit ici 300 000. Le premier salaire qu'on m'avait donné, quand j'ai envoyé ça ici, on m'a dit que c'était 85 000. Je n'avais pas les papiers, je n'avais pas aussi les moyens de retourner. Je suis restée là, le temps passé. C'est après que le président Macky Sall est venu là-bas, qu'on avait fait une délégation des sans-papiers, aller au consulat pour lui demander de nous aider de revenir. Une fois rétablie, j'ai continué à travailler dans ces champs. J'étais tombée à nouveau malade. Mes compatriotes m'ont également secouru en m'emmenant à l'hôpital, en s'acquittant également des frais médicaux. C'est là que j'ai fait une prise de conscience. Je me suis dit, pourquoi souffrir à l'étranger alors que dans mon pays, j'ai toujours vécu dans la quiétude? Pourquoi travailler dans des champs en Espagne alors qu'à Saint-Louis, je n'ai jamais connu le chemin des champs? Là, je me suis dit que je vais rentrer chez moi. Je ne voulais rien d'autre. Par l'appui d'autres Sénégalais avec qui je travaille, je suis revenue. J'ai reçu l'aide de l'OIM parce que ça, je l'ai fait avec les petits travaux que je faisais avec l'OIM. Oui, j'ai construit ma maison avec ça. J'ai mes enfants qui vont à l'école toujours revenir avec ça.
Je conseille à mes sœurs et frères de rester ici au Sénégal parce qu'on peut réussir ici. Je suis revenue dans mon pays et je remercie le bon Dieu. Je m'occupe de mon commerce et j'arrive à subvenir à mes propres besoins. Je vis en toute tranquillité, en symbiose avec mon honneur et ma dignité. Encore une fois, j'attire l'attention de tous les candidats à la migration. Les passeurs ne disent pas la vérité. Nous souffrons énormément dans les pays d'accueil. Surtout nous les femmes sans protection, sans droit. Elles sont souvent exposées à toute forme de souffrance et de violence, jusqu'à se livrer à des actes malsains. Je leur conseille de partir dans de très bonnes conditions avec des clauses sûres. Je les invite à s'investir dans leur pays. Ainsi, elles n'auront pas à subir toutes sortes de brimades et d'humiliations loin de leur patrie. Cette situation nécessite la conjugaison de tous les acteurs concernés, y compris l'implication de l'État pour pallier ce problème. L'État doit faire des efforts pour un programme d'insertion. Elles peuvent travailler dans l'informel parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les marchés hebdomadaires et elles y trouvent leur gagne-pain. Mais c'est insuffisant des fois pour elles et elles souhaitent toujours partir. Nous, les organisations de femmes, nous sommes toujours avec l'État et nous participons aux travaux, aux débats. Et des fois, nous faisons des recommandations qui ne sont pas prises en compte. Et nous pensons que c'est le moment maintenant, vu toutes les conséquences néfastes causées par les départs, le fait de quitter son pays, il faudrait qu'on nous écoute un peu plus. Il faudra aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que j'ai l'habitude d'appeler, cette révolution socio-culturelle et épistémologique, pour qu'on puisse comprendre que notre avenir est ici. Il faut ce qu'on appelle une relecture des perspectives. Il faut que les Africaines comprennent que leur avenir c'est ici. C'est à l'Afrique de construire ou de reconstruire ce continent. C'est ça le grand défi auquel nous sommes confrontés. C'est l'heure des grandes perspectives panafricaines. Notre avenir est ici. Nous avons tout ici, mais malheureusement, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous croyons que l'avenir, la réussite, c'est en Europe. Il faudra aujourd'hui former les femmes, aider les femmes dans l'entrepreneuriat et dans la formation pour les insérer dans le tissu social et économique. Donc le débat dans ce pays devrait être la lutte farouche contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à la migration clandestine. Il faudra aujourd'hui un statut juridique particulier de la femme pour une meilleure protection. C'est là où aujourd'hui on doit soulever le débat. Donc renforcer la jurisprudence sur ce sujet. Parce que en matière de migration pour des raisons économiques, malheureusement c'est là où il y a les failles. La souveraineté appartient à chaque pays qui dicte ses lois. Il n'y a pas de loi universelle aujourd'hui qui régisse ces migrations pour des raisons économiques. Elle mériterait certes plus de protection, mais l'idéal serait de cultiver en elle et en toute la jeunesse africaine cette idée prônée par le grand chanteur ivoirien Alpha Blondy, réussir par et pour ma patrie.